comprenez, mon ami Joe a présenté un film. Et ce soir, nous allons présenter un film super-héros, un film qui se passe dans l'espace, un film avec un type en collant bleu. Et ce film, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Ben non, Joe, c'est pas les Gardiens de la Galaxie. Si. Ah bon? Bon. Mais est-ce que les Gardiens de la Galaxie, c'est un film de super-héros? Oui. Est-ce que les Gardiens de la Galaxie, ça se passe dans l'espace? Oui. Est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie, il y a un type en collant bleu? Yondu est bleu. Mais Yondu est bleu, mais il n'a pas de collant. Il n'y a personne qui a de collant et qui est bleu dans les Gardiens de la Galaxie. Si, Nebula. Ah, Nebula, oui. Oui, parce que Nebula, c'est joué par qui? Karen Gillan. Ah bon, on peut pas faire que des films avec Karen Gillan, quand même, Joe. Si. Elle a quand même pas fait tous les films du monde, Karen Gillan. Elle aurait dû, oui, bon. Enfin bon. Mais là, en l'occurrence, on fait pas un film avec Karen Gillan, mon cher Joe. Non, là, on fait un autre film de super-héros avec un mec en collant bleu qui vole dans l'espace. Et ce film, c'est Superman. Superman, oui, mais pas n'importe quel Superman. Le plus grand film de tous les temps. Ce film, c'est Superman 4. Superman 4, oui. Comment ça va? Oui. Superman 4, Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, John Cryer, with Mariel Hemingway and Margot Kidder as Lois Lane. Superman 4, his most important adventure, the quest for peace. Alors, mon cher Joe, est-ce qu'on pourrait replacer le film dans son contexte? Non. Ah non, tu veux pas qu'on replace Superman 4 dans son contexte? Non. Pourquoi? Je veux parler des Gardiens de la Galaxie. Tu veux parler des Gardiens de la Galaxie, oui, tu veux parler de... Karen Gillan. Mais on peut pas toujours parler des films de Karen Gillan, Joe. Si. Mais non. Si. Mais... Les Gardiens de la Galaxie. Calme. Oh, Joe, écoute. On va pas parler des Gardiens de la Galaxie aujourd'hui. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Oh, Joe, écoute, t'es saoulant. On ne parle pas des Gardiens de la Galaxie aujourd'hui. Non, on parle de Superman 4 dans lequel il n'y a pas Karen Gillan. Ouais, bon. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un compromis. Non. Ben si, un compromis. Non. Bon. Ce que je t'explique, c'est qu'on va faire là Superman 4 dans lequel il n'y a pas Karen Gillan. Oui. Et qu'à ce moment-là, après, on fera un film où il y aura Karen Gillan dedans. Voilà. N'est-ce pas? Est-ce que c'est un compromis qui pourrait te convenir? Bon, voilà. On va donc reprendre tranquillement le fil de notre vidéo. Voilà. Et on va parler de... Superman 4. Superman 4, voilà, exactement. Mon Dieu, c'est terrible. Alors, mon cher Joe, qu'est-ce que tu pourrais dire du contexte de Superman 4? C'est une reprise de production. C'est une reprise de production, effectivement. C'est-à-dire que, fin des années 70, vous avez le premier Superman qui sort, n'est-ce pas? Oui, qui est réalisé par qui? Richard Donner. Richard Donner, exactement. Voilà. D'ailleurs, le Superman 2 est tourné en même temps que le Superman 1, Joe. Oui. Ah, exactement, un petit peu comme... Le Seigneur des Anneaux. Voilà, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et compagnie. Le premier épisode, on sait, c'est un truc ultra cher, machin. Et notamment, pourquoi c'est très cher, Joe? À cause de Marlon Brando. À cause de Marlon Brando, voilà, le mec, hein, il apparaît 10 minutes, mais le mec, il demande je sais plus combien, 20 millions de dollars. Il y a la moitié du budget du film, c'est le cachet de Marlon Brando, enfin un truc comme ça. Bon, bref, c'est un film ultra cher, machin, mais c'est un gros succès. Oui, voilà. Superman 2 sort, c'est un beau succès aussi. Oui, voilà. Et donc le producteur de l'époque qui est Alexandre Chalkin, voilà, met un certain temps avant de faire le Superman 3. Qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs de Superman 3, mon cher Joe? C'était une comédie avec Richard Pryor. C'est une comédie avec Richard Pryor, voilà. Richard Pryor, qui est une grosse vedette, effectivement, à l'époque, notamment Saturday Night Live, machin, etc. Enfin, ce genre de truc. Donc Richard Pryor, grosse vedette, et alors là, on lui donne effectivement plus le premier rôle finalement qu'à Superman dans le film. Et bon, le truc, ça part, mais dans des délires pas possibles. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs à ce sujet, mon cher Joe? Taika Waititi n'a rien inventé.
Bah, Taika Waititi n'a rien inventé, effectivement, voilà. Pour ceux qui disent, mon Dieu, Thor Ragnarok, c'est du grand n'importe quoi, c'est la comédie bidule machin, bah regardez Superman 3 par rapport aux deux précédents, c'est la même chose. Hein. We're going through the big one. The devil's anus. C'est un semi-échec commercial. Et que fait le producteur, mon cher Joe? Il revend les droits. Il revend les droits, voilà, de Superman. Et à qui revend-il les droits de Superman, mon cher Joe? À Golan et Globus. À Golan et Globus, voilà. Golan et Globus, c'est qui, mon cher Joe? Ce sont les présidents de Canon. Les présidents de Canon, voilà. Enfin, en tout cas, ils dirigent effectivement la société de production Canon. Et qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe, de la société de production Canon? C'est la société de production des nanars des années 80. Les années 80, voilà. Les gros nanars des années 80, les grosses séries B d'action. C'est-à-dire que, ils font effectivement les films, effectivement, avec qui? Chuck Norris. Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Qui découvre-t-il également comme star, mon cher Joe? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, hein, c'est eux qui découvrent Jean-Claude Van Damme. Donc, ils sont quand même spécialisés là-dedans, les Delta Force, les clubs de fer, les machins, vasouillés, sabidule, etc., ce genre de trucs, là. Mais aussi, ils essayent de se spécialiser un peu dans quoi, mon cher Joe? Les grosses productions. Les grosses productions, oui. Et notamment, il faut une grosse production fantastique, science-fiction, fantasy, héroïque, etc. Enfin, un peu du mélange un peu hétérodoxe, c'est comme ça. Et c'est quoi, mon cher Joe? Les êtres de l'univers. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Voilà. Et quand on regarde les maîtres de l'univers, qu'est-ce qu'on sait de la société Canon? Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent, voilà, c'est ça. Et donc, ils rachètent Superman. Oui, voilà, et ils font Superman 4. Oui, et ils font Superman comment? Sans argent. Ils font Superman sans argent. Et à l'arrivée, le film, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse la gueule. Il se casse la gueule au box-office, voilà. Genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que le truc? Et bon, bref, le film n'a pas coûté trop cher, mais est-ce qu'il a rapporté de l'argent? Non. Ce truc, c'est un four commercial total. Et d'ailleurs, il enterre la licence Superman. Oui, faut à peu près attendre 20 ans, effectivement, pour ressortir Superman de derrière les fagots. Alors, ce contexte industriel de production cinématographique mis à part, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte du film? Il s'insère dans les années 80. Il s'insère dans les 80, exactement. Et les années 80, c'est quoi, mon cher Joe? Les filles au bois de plage. Oui, enfin bon, c'est pas que ça quand même, mon cher Joe. Oui, effectivement, mon cher Joe, les années 80, c'est avant MeToo, et c'est les filles à poil à la plage. Isn't it a fabulous day? Mais c'était pas de ça dont je voulais vous parler, Joe. Ah, non, je voulais parler du contexte géopolitique. Oui, voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut dire des USA et de l'URSS à l'époque, mon cher Joe? C'est la course à l'armement. C'est la course à l'armement, etc. Voilà. C'est-à-dire que, on est encore dans la guerre froide. Alors il y a eu le réchauffement, le dégel, le ci, le ça, enfin bon, bref, peu importe. Néanmoins, chacun fait tout un tas d'armes nucléaires, etc. Et chacun a la capacité de détruire plusieurs fois la surface de la Terre. Oui, tu trouves ça génial. Bon, bref, tu aurais été la première victime de cet apocalypse nucléaire, Joe. Bon, les Gremlins, effectivement, subissent certainement les radiations, effectivement, du thorium-235. Enfin bon, peu importe. Surtout déjà que vous êtes super, comment dirais-je, sensible à la lumière brillante. Donc je pense en effet que la bombe à hydrogène, c'est pas tellement conseillé pour les Gremlins. Donc ceci mis à part, effectivement, on est dans la période, mon Dieu, l'apocalypse nucléaire, patati patata. C'est 100 fois pire que la Corée du Nord. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'à côté, Kim Jong-un, c'est du pipi de chat. 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭. Donc effectivement, les deux principales puissances du monde ont la capacité de détruire plusieurs fois la surface de la Terre. Voilà, donc effectivement, les gens ne sont pas très contents. Donc ça manifeste, ça ci, ça, etc. Et une personne en particulier est sensible à la question. Et qui est cette personne, mon cher Joe? Christopher Reeve, effectivement. L'interprète donc de Superman et de Clark Kent, puisque Superman et Clark Kent sont une seule et même personne. Ah oui, tu ne savais pas?
Non. Ah bon, bah, je te l'apprends. Alors, après plusieurs années d'errance, après Superman 3, quand Superman est repris par la Canon et que les deux oiseaux lancent Superman 4, bah, il demande un petit peu leur avis à Christopher Reeve. Oui, voilà, Christopher Reeve leur donne des idées. Oui, voilà, et là, on va faire un film sur les armes nucléaires. Oui, voilà. Donc, vous avez donc ce double contexte, effectivement, pour Superman 4, qui est à la fois un contexte de production très particulier, à savoir la reprise de la licence par des faiseurs de série B d'action de seconde zone, et qui n'ont pas d'argent, et donc un contexte d'armes nucléaires, machin, etc. Et donc ce double contexte, un petit peu expliquer ce qu'est Superman 4 à l'arrivée, Joe. Voilà. Et sur ce, mais que raconte ce film, Joe? Alors Joe, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film? Bon, alors allons-y, Joe, nous t'écoutons. C'est Superman qui lutte contre les armes nucléaires. C'est Superman qui lutte contre les armes nucléaires. Bon. Oui, est-ce que tu es sûr que c'est ça le film? Non. C'est un peu tordu, effectivement. On va voir ça. Bon. Alors, comment commence le film, mon cher Joe? Ça commence dans Gravity. C'est-à-dire que, ça commence par une scène dans l'espace. Et là, qu'est-ce qu'il y a, mon cher Joe? Un satellite. Voilà, un satellite. Et vous avez également quoi? Un mec qui chante. Un mec qui chante, voilà. Alors, un mec qui chante quoi? Comme d'habitude. Il chante comme d'habitude de Claude François. Je me lève. Bon, alors attention à la version My Way de Elvis Presley et en russe. Bon, bref, donc vous avez effectivement le satellite qui passe, et puis vous avez donc un zozo en combinaison spatiale qui bricole son satellite, et qu'est-ce qu'on peut dire de cette andouille? Il n'est pas attaché. Il n'est pas attaché, enfin bon, il n'a pas dû voir les conseils de Thomas Pesquet. Les toilettes spatiales. Donc, ce zozo répare son satellite, mais là, mais que se passe-t-il, mon cher Joe? Il se freine des trucs dans la gueule. Il se freine des trucs dans la gueule, voilà. Et puis là, ça fait comme Sandra Bullock qui tourne dans l'espace. Voilà, donc vous avez le satellite russe, machin, avec le mec, ah mon dieu, ça tourne dans tous les sens, mais qu'arrive-t-il, mon cher Joe? Superman arrive. Voilà, Superman arrive, il sauve les gens, c'est merveilleux, etc. Et là, moi, je reviendrai. Là-dessus, donc on passe à quoi, mon cher Joe? Clark Kent dans sa ferme. Or, c'est tout un truc avec les cristaux, les machins, il veut vendre sa ferme, machin, mais attention, hein, il veut vendre sa ferme ou la louer, mais pas à n'importe qui. À qui d'ailleurs, Joe? Un fermier, voilà, il veut pas revendre à des mecs qui vont faire un supermarché. Mais en même temps, on se demande qui va faire un supermarché en plein milieu du Kansas. Ça n'a aucun sens, enfin bon, bref, peu importe. Et là, tout de suite, paf, on passe à autre chose. Comme d'habitude. Qui retrouve donc, mon cher Joe, à ce moment du film, Lex Luthor. Lex Luthor, exactement. Donc le grand méchant, effectivement, du Superman 1, qui était un méchant secondaire dans Superman 2, et qu'on avait complètement zappé dans Superman 3, là, on le retrouve. Et on le retrouve dans quelle situation, mon cher Joe? Il est au bagne. Il est au bagne, voilà. Une espèce de caricature de bagne. Donc le mec, il est avec une combinaison rayée, il a une chaîne aux pieds, et puis alors les mecs, ils cassent des cailloux. D'ailleurs, est-ce que Lex Luthor casse des cailloux, mon cher Joe? Qu'est-ce qu'il fait, Lex Luthor? Un monologue. Ah, il fait un monologue, voilà. Il fait un monologue sur quoi? Mozart et le génie. Mozart et le génie créatif, voilà, machin, enfin tout un tas de trucs. Et alors là, Lex Luthor annonce son plan pour le film. Et oui. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs, Lex Luthor, dans ce film, au tout début, là? Il va recréer la vie. Il va recréer la vie, le mec, voilà, c'est rien que ça, le mec. Donc vous avez le mec, peinard, il est là, avec son maillet, le truc. Oui, alors moi, voilà, je suis un super génie, je suis le plus grand génie de tous les temps, je suis plus génial que Mozart, Einstein, et machin, et tout ça réuni. Et oui, j'ai ma grande ambition, je vais recréer la vie. Et là-dessus, qui débarque, mon cher Joe? Le neveu de Luthor. Voilà, le neveu de Luthor, Lenny Luthor qui débarque là, dans une bagnole pas possible. Lenny Luthor fait évader Lex Luthor, machin, truc. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, ce machin. Bref, et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On passe à autre chose, paf. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment deux dispositifs. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme magnifique scène également, mon cher Joe? Une scène dans le métro, voilà. Alors on retrouve Lois Lane qui apprend le français.
On verra par la suite que ça ne strictement rien. Mais enfin, elle est dans le métro, patati patata, apprend le métro. Et alors là, qu'est-ce qui se passe, mon cher Joe? Le métro déraille. Oui, le métro déraille. Il ne sert pas des rails. Disons qu'il devient fou. Voilà, il devient fou, le métro. Il va je sais pas, 300 à l'heure, c'est pas possible. Mais heureusement, Superman est là. Voilà, Superman est là. Il arrête le métro. Et alors là, une fois que le métro est arrêté, qu'il est vide, etc., que fait Superman? Il empêche les gens de monter. Il empêche les gens de monter, voilà. Parce que, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il donne une leçon de morale. Il donne une leçon de morale, hein. Oui, n'oubliez pas, mes chers amis, même s'il y a un accident, le métro est un transport très sûr, patati patata. Voilà. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On passe à autre chose. Paf. Et là, où est-ce qu'on se retrouve? Au Daily Planet. Au Daily Planet. Alors là, vous avez toute une intrigue secondaire qui se met en place. Parce que le Daily Planet, qu'arrive-t-il? Il est racheté, voilà. Alors, le nouveau patron, il est pas content, parce que le Daily Planet ne fait pas assez de tirage, c'est ça, Joe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de faire du Daily Planet, mon cher Joe? Closer, voilà, des titres racoleurs, des machins, des trucs, etc. Et alors là, il place sa fille à la tête du Daily Planet. Tout un truc, une espèce d'intrigue secondaire, un triangle amoureux, enfin c'est même pas un triangle, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un quatuor, voilà, un quatuor, parce qu'effectivement c'est un billard à 4 bandes, entre Lois Lane, Clark Kent, Superman et la fille du patron. Un truc dont on s'en fout, voilà. Et là-dessus, paf, sur quoi passe-t-on? Autre chose, voilà. Un délire pas possible, et enfin... Et alors là, ça part en cacahuète. Et on sait plus trop ce que ça raconte après. Non, voilà. Alors ça s'enchaîne comme ça, jusqu'à la fin où là, il y a rideau. Voilà, rideau. Sur ce, mon cher Joe, mais que penser de ce film? C'est une bouse! C'est fait, mon cher Joe, mais au-delà de cette impression synthétique et globale d'avoir effectivement assisté à un spectacle d'une qualité à peine supérieure à Plan 9 intergalactique de Ed Wood, est-ce qu'on pourrait peut-être segmenter le film dans ses différentes composantes pour aller de façon plus précise dans l'analyse et voir effectivement ce qui est bien, ce qui est pas bien? Non, c'est pas la peine. Oui, c'est pas la peine parce que on pourrait dire effectivement que c'est une bouse dans ses différentes composantes, Joe. Oui. Bon, alors on va quand même aller un petit peu dans les détails. Bon, d'abord, le film, c'est un film de fiction. Oui. Bon, enfin on peut se demander. C'est un film de fiction, donc ça vous raconte une histoire. Non. Oui, alors c'est vrai que l'histoire est un peu ténue. Oui. Bon, néanmoins, il y a quand même, qu'est-ce qu'on peut dire, des éléments narratifs dans ce film. Oh non, pas vraiment. Pas vraiment, oui, enfin bon. Globalement, ça se veut quand même un film qui raconte une histoire. Oui, le film veut ça. Après, ce qui y arrive, c'est autre chose. Bon, donc c'est un film de fiction, c'est pas un film documentaire. Non. Ah, bon. Donc, le film de fiction, effectivement, repose sur quoi, mon cher Joe? Un scénario. Un scénario, effectivement, voilà. Alors, mon cher Joe, le scénario de Superman 4, par qui a-t-il été écrit, mon cher Joe? Christopher Reeve, voilà, effectivement, qui est un petit peu à l'origine de l'histoire, c'est l'histoire d'armes nucléaires. Mais vous avez deux autres scénaristes, mon cher Joe. Oui, c'est qui ces scénaristes? Lawrence Connor, effectivement, et Mark Rosenthal, effectivement. Alors, mon cher Joe, ce duo de scénaristes de Lawrence Connor et de Mark Rosenthal a quand même une longue carrière, n'est-ce pas? Oui. Enfin, qu'est-ce qu'on peut néanmoins dire des scénarios que ce duo écrit, mon cher Joe? C'est pas terrible. Oui, c'est pas terrible, effectivement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont notamment écrit, mon cher Joe, qui n'est pas quand même forcément génial d'un point de vue strictement scénaristique. Le Diamant du Nil, effectivement, qui est la suite de l'excellent film de Robert Zemeckis. Comment ça s'appelle déjà? La poursuite du diamant vert. La poursuite du diamant vert, voilà. Puis qu'est-ce qu'ils ont écrit aussi comme autre
du film, mon cher Joe. L'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, effectivement, avec Nicolas Cage, le truc qui ressemble pas à grand chose. Bref, néanmoins, ils ont quand même à leur actif un excellent film, et ce film, c'est qui? Star Trek 6. Fire. Qui est certainement le meilleur Star Trek. To be or not to be. Ce duo aussi, il est responsable de quel scénario de film que nous adorons absolument, toi et moi, mon cher Joe? La planète des singes. Et quelle version de la planète des singes, mon cher Joe? Pas celle de Shatner? Non. Laquelle planète des singes? Celle de Tim Burton. Bref, si vous regardez effectivement l'ensemble de la carrière de ces deux scénaristes, qu'est-ce qu'on peut dire, Joe? C'est pas terrible, il se prend terrible, effectivement. Il y a des trucs potables, enfin, l'ensemble, oh Dieu, c'est laborieux. Et alors là, pour Superman 4, ils ont touché le fond! Ils ont touché le fond, oui, non mais c'est pas possible comme truc, quoi. Enfin bon, bref. Au départ, effectivement, donc on a Christopher Reeve qui voulait écrire une histoire sur les armes nucléaires, etc. Et voilà, bon, ce genre de choses. Donc Superman qui lutte contre les armes nucléaires. C'est un peu ça le truc. Bon. Et oh ouais, est-ce que le scénario c'est un peu ça? Non, voilà, ça va, c'est épouvantable, c'est vraiment bien. Alors, oh là là, mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible comme truc. Bon, alors effectivement, quand on a présenté effectivement ce que racontait le film, on a vu que le tout début jusqu'à ce qu'on pourrait effectivement appeler le pivot dramatique, c'est un peu du grand n'importe quoi, Joe. Voilà, on passe des trucs comme ça, enfin bon. Bon. Mais en fin de compte, le film global a-t-il véritablement une intrigue? Non, enfin bon. Parce que, effectivement, est-ce qu'il y a un problème posé à quelqu'un dans ce film? Non, c'est à la limite du film expérimental dans un sens. C'est bon, peut-être que Jean-Luc Godard aurait pu faire ce film, allez savoir. Bon, me semble peut-être été certainement mieux parce qu'il aurait été à fond dans le truc, le mec. C'est-à-dire que certes, vous avez effectivement la volonté de Luthor au départ de réinventer la vie, notamment avec un être kryptonien mutant nucléarisé, ça s'arrête à peu près là, quoi. Voilà, donc We work together. We can make the world safe for war profits. Et là-dessus, après une séquence, mais alors, avec un truc, donc le président qui fait un discours sur les armes nucléaires, machin, un truc. Alors après, on va dans une école, et puis les enfants disent, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, gna gna. Et il y en a un qui dit, non, mais il faut écrire un Superman, c'est avec Superman qui peut arrêter les armes nucléaires. Bon, d'accord. Bah, là, vous avez effectivement Superman qui se saisit du problème. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe? Superman, l'ONU. Madam Secretary, honorable delegates, ladies and gentlemen, for many years now, I've lived among you as a... Alors, est-ce que c'est un hommage à quoi, Joe? Au dictateur de Chaplin, là, le monologue de fin. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Je sais pas. Mais enfin, en tout cas, là, c'est raté. Bon, donc là, Superman, effectivement, il se saisit des problèmes. Au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il prend les missiles. Qui balance les missiles nucléaires dans le soleil, et là, c'est terminé, il n'y a plus d'armes nucléaires. Donc vous avez Superman qui détruit donc les armes nucléaires, bah ça devrait être la fin du film. Et voilà. Est-ce que c'est la fin du film? Non. Ouais, vous en avez encore pour 1 heure, le truc. Donc là commence le truc avec Luthor, machin, et son plan diabolique, enfin ce truc, n'importe quoi. Donc le but, effectivement, c'est de faire le mutant, machin, truc. Et c'est qui le mutant nucléarisé, mon cher Joe? Nuclear Man! Nuclear Man, le truc. Destroy Superman now. C'est-à-dire que si vous regardez globalement la narration de ce film, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien, voilà. C'est-à-dire que ça strictement ni queue ni tête. C'est-à-dire que, en fin de compte, vous avez Superman qui règle tous ses problèmes au début, mais quand même vous avez Luthor qui va poser d'autres problèmes après, et en même temps vous avez une part prépondérante d'intrigues secondaires, mais dont on se fout, mais complètement.
Le problème, c'est pas qu'il y ait des intrigues secondaires, Joe. Non, le problème, c'est que les intrigues secondaires ne sont pas liées à l'intrigue principale. Non. Bah pourquoi elles sont pas liées à l'intrigue principale? Il n'y a pas d'intrigue principale. Il n'y a pas d'intrigue principale. Donc vous pouvez rien, enfin c'est absurde. Enfin entre l'autre avec ses armes nucléaires, Luthor, machin, truc, et le Daily Planet, mais le Daily Planet qui est racheté et que l'autre veut transformer en closer, donc on s'en fout complètement, ça n'a aucun rapport avec les armes nucléaires. On a l'impression de quoi, Joe, de regarder quoi? Un épisode de Candice Renoir, un épisode de Candice Renoir, voilà. Car vous avez cette série policière de France 2 qui ne ressemble à rien, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez donc l'enquêtrice Candice Renoir, voilà, donc on vous présente un mystère policier au début, et puis tout le reste de l'épisode, bah on se fout complètement du mystère policier et on suit les intrigues secondaires des uns, des autres, des machins, leur vie, l'autre avec ses gosses, l'autre avec son ancien mari, son machin, dont on s'en fout, qui n'a aucun rapport avec le meurtre ou le truc au début. Et puis hop, à la fin, on dit, c'est vous le meurtrier, au fait. Enfin, complètement con, quoi, comme truc. Et là, c'est un peu ça, vous voyez. No pain, no gain. Alors, la structure narrative est extrêmement lâche. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi, mon cher Joe? C'est rempli de scènes absurdes. C'est rempli de scènes absurdes, en effet. C'est-à-dire que l'histoire n'a ni queue ni tête, mais les scènes elles-mêmes sont complètement débiles. C'est-à-dire, faudrait faire un catalogue, ça durerait je sais pas combien de temps, hein, c'est tellement il y en a le truc. Bon, alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut citer comme scène totalement absurde, mon cher Joe? La naissance de Nuclear Man. La naissance de Nuclear Man, oui. Alors, mais avant même la naissance de Nuclear Man, il y a la conception de Nuclear Man, voilà. Bon. Alors ma foi, effectivement, que Lex Luthor veuille créer un kryptonien nucléarisé, machin, pour lutter contre Superman, quoi. Pourquoi pas? Oui, c'est un peu effectivement ce que fait Luthor dans Batman vs Superman, hein, à la fin, avec Doomsday. Donc là-dessus, bon, c'est pas trop le problème en soi. Non, mais alors c'est comment c'est fait, c'est-à-dire que vous avez, pour aboutir à Nuclear Man, alors faut voir ce qu'est Nuclear Man à la fin, vous avez une succession de scènes, une débilité, mais d'une débilité absolue. Que doit posséder Luthor pour créer cet homme nucléaire, mon cher Joe? L'ADN de Superman, l'ADN de Superman, voilà. Donc il faut l'ADN de Superman, très bien, c'est pas de problème. Bon. Où peut-il trouver de l'ADN de Superman? Au musée Superman. Au musée Superman, voilà. Donc vous avez un musée de Superman, voilà. Et là, qu'est-ce qui est exposé au musée Superman, mon cher Joe? Un cheveu. Et le cheveu est présenté comme super résistant, patati patata, il est suspendu à un point, machin, truc. Donc c'est le truc incassable, etc., machin, indestructible, hein. On est d'accord là-dessus. Oui, voilà, hein, c'est Superman, donc c'est indestructible, machin, etc. C'est Man of Steel, l'homme d'acier, le mec, il est indestructible, etc. On lui balance un truc dans la gueule, le mec, il n'y a pas... Voilà, il n'est même pas décoiffé. Donc là, vous avez un cheveu, très bien, qui est suspendu. Et donc Luthor veut récupérer ce cheveu. Oui, voilà. Comment fait-il pour récupérer le cheveu, mon cher Joe? Il le coupe, voilà. Alors, est-ce qu'il a une scie circulaire de Krypton pour recouper ce cheveu hyper résistant, mon cher Joe? Non. Qu'est-ce qu'il a pour récupérer le cheveu super résistant, mon cher Joe? Une pince de chez Kiloto. Paf, je te coupe et je prends le cheveu. C'est complètement débile, ça n'a strictement aucun sens. Enfin bon, bref. Passons, ça déjà, c'était une première étape. Deuxième étape, effectivement, de création de l'homme nucléaire, mon cher Joe. Qu'est-ce qu'on a? La scène du laboratoire. La scène du laboratoire. Bon, voilà. C'est-à-dire que, donc c'est très bien, effectivement, Luthor a récupéré le cheveu, il a l'ADN de Superman. Très bien. Donc là-dessus, que fait-il, Joe? Il met le cheveu en culture. Il met le cheveu en culture, hein, sa petite boîte de pétri, machin, le mec. Je me demande quand il a fait le truc, enfin bon, peu importe. Et alors là-dessus, il fait tout un discours, effectivement, à son neveu l'aîné, parce qu'effectivement, pour que l'homme nucléaire soit plus fort que Superman, mais que faut-il faire? Le nucléariser. Voilà, voilà, le truc, faut l'atomiser, faut machin, faut truc, etc. Donc là, il a une idée, mais alors fabuleuse, mon cher Joe. Quelle est-elle? Badigeonner la tête d'un missile. Badigeonner la tête d'un missile. Voilà, c'est-à-dire que le truc, comme ça rend compte. Donc le truc de Luthor, pour atomiser, nucléariser l'ADN kryptonien, c'est de prendre sa culture qui ressemble à une espèce de voile bactérien, d'en badigeonner la tête d'un missile nucléaire,
Et ça tombe bien, comme Superman envoie les missiles nucléaires dans le soleil, bah comme ça, effectivement, l'ADN va être nucléarisé par le soleil. C'est formidable. Enfin, bon, c'est complètement con. Cette scène du laboratoire, vous avez quand même un truc, c'est quand même cocasse quand même, hein, n'est-ce pas, Joe? Bon. Parce qu'effectivement, on voit que Lenny Luthor est plus intelligent que les scénaristes. Voilà. Parce que dit Lenny Luthor à son cher tonton Lex? Nuclearman sera à poil. Voilà, Nuclearman sera à poil, fatalement. Bon. Vous créez un être, etc. Le truc, bon, bah, il va être à poil, fatalement, quand il va naître. Mais c'est pas grave. Que prévoit Lex Luthor? De mettre un bout de tissu. Mettre un bout de tissu. Donc, c'est-à-dire qu'il a effectivement sa culture de cellules de Superman, mais il les mélange avec un bout de tissu. Et alors là, Lenny demande, mais est-ce qu'il y aura assez de tissu? Il faudra assez de tissu. Et là, Luthor dit, il y en aura assez, mon gamin, je serai sauve. Donc après la scène du laboratoire, donc on passe très vite sur l'étape 3. Voilà, l'étape 3 c'est le missile. Voilà, le missile, machin, donc il va déjà sur le missile, machin, il envoie le missile, truc. Donc Superman envoie le missile, machin. Et alors là, vous avez l'étape 4. L'étape 4, effectivement, vous avez quoi dans l'étape 4, Joe? La naissance de Nuclearman. La naissance de Nuclearman, effectivement. Et alors là, vous avez une scène à la 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire qu'en envoyant le missile dans le soleil, eh ben vous avez l'espèce de culture bactérienne atomisée qui crée comme ça Nuclearman dans l'espace. Alors vous avez l'espèce de fœtus, machin. Mais alors c'est quand même très avantageux quand même, parce que qu'est-ce qu'on peut dire de Nuclearman? Il est adulte. Il est adulte, le mec. Voilà, c'est une espèce de truc. Enfin là, il sort d'une espèce de truc, voilà. Bon. Alors il est adulte, et puis surtout quoi? Tout habillé, voilà, parce qu'effectivement, comme ce cher Lex Luthor avait prévu de badigeonner effectivement un bout de tissu avec les cultures cellulaires, bah comme ça, Nuclearman, quand il est habillé, voilà, il a sa tenue de catcheur, voilà, et c'est quoi aussi sa tenue de catcheur de Nuclearman? Il a un N au lieu de la poitrine, voilà, il a un N comme ça, N pour Nuclearman, le mec, c'est complètement débile comme truc, voilà. Là-dessus, donc, vous avez donc Nuclearman qui est dans l'espace. Que fait Nuclearman, mon cher Joe? Il va sur Terre. Ben oui, c'est-à-dire que vous avez un être qui est une culture bactérienne qui naît comme ça dans l'espace. La première chose qui lui vient à l'idée, c'est d'aller sur Terre. C'est pas d'aller sur Vénus, c'est pas d'aller sur Mars, c'est pas d'aller sur Titan ou sur Proxima du Centaure, le mec. Non, c'est d'aller sur Terre. Très bien. Et il a où sur Terre, d'ailleurs? Un Metropolis. Et où spécifiquement Metropolis, mon cher Joe? Dans l'appartement de Luthor. Il va directement chez Luthor. Et là, vous avez quand même la scène merveilleuse où Luthor lui dit « Je suis ton père !» Je suis ton père. Donc tout un échange sur « Je suis le père, je suis le fils, je suis ci, je suis ça, je suis de Saint-Esprit ». Enfin, un truc complètement débile, le machin, ça n'a rien à faire là. You are nothing. I am the father now. Enfin bon, alors c'est formidable parce que Nuclearman, il parle, voilà, il parle, hein, son il parle anglais, c'est très bien, etc. Et puis là, vous avez une petite démonstration des pouvoirs de Nuclearman, mon cher Joe. Voilà, alors il fait, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, Nuclearman? Il fait voler des militants. Et puis, bah, on vous présente la faiblesse de Nuclearman. Et c'est quoi la faiblesse de Nuclearman? S'il est pas éclairé, il est tout faible. Si. C'est-à-dire que le mec, si on éteint la lumière, c'est terminé, il n'y a plus de Nuclearman. Voilà, il suffit de l'enfermer dans une boîte, le mec. Super menace. Enfin, le truc... Alors le film enchaîne comme ça des scènes, mais qui n'ont ni queue ni tête, puis c'est pas possible. À un moment, Nuclearman, qu'est-ce qui lui arrive? Il est amoureux. Voilà. Il tombe amoureux, effectivement, de la fille du patron, hein, qui dirige le délit des planètes. Alors il faut l'enlever. Oui, où est la femme, je veux la femme. Il finit par kidnapper la femme. Oui, kidnappe la femme. Et puis, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là? Il l'emmène dans l'espace. Très bien. Est-ce que la femme, donc, a une combinaison spatiale, mon cher Théo? Non. C'est pas grave. Elle peut respirer dans l'espace, quand même.
Et voilà, c'est effectivement un film fantasy qui est du son dans l'espace. Bon, mais là, ça atteint un degré pas possible, quoi, le truc. Vous avez Nuclear Man qui emmène la fille dans l'espace qui est suspendue comme ça dans les bras de Nuclear Man, qui crie dans tous les sens. Ah, mais ils sont dans l'espace, elle respire et machin, et Superman a la chose. Mais ça n'a mis ni queue ni tête, le truc, ni queue ni tête, ni queue ni tête. Et c'est jusqu'au bout. Oui, c'est juste. Alors, mon cher Joe, donc le scénario du film, pas terrible. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réalisation? C'est vrai, c'est nul. C'est nul, effectivement, oui, bon. D'ailleurs, par qui a-t-il été réalisé, ce film, mon cher Joe? Sidney J. Furie. Sidney J. Furie, très bien. Est-ce que tu connais Sidney J. Furie? Non. Bah, si vous regardez sa filmographie, oui, bon, c'est des espèces de téléfilms, machin, des trucs. Je crois qu'il a dû faire Règle de Fer 4. Enfin, voilà, il a fait des productions canon, ce truc. Enfin, voilà, quoi. Donc, bon, le mec, c'est pas Scorsese, c'est pas Coppola, c'est pas Spielberg, etc. C'est pas non plus un bon réalisateur, on va dire de second rang, comme Richard Donner, etc. Ou même un bon faiseur, effectivement, sans grande personnalité, comme Richard Fleischer, etc. C'est pas ce genre de truc-là. C'est nettement un cran en dessous. Bon. Et là, la réalisation, comment elle est? 3 crans en dessous. 3 crans en dessous, oui. Oh là là, mon Dieu. Bon, alors, en ce qui concerne la mise en scène, enfin, la mise en image, la mise en cadre, on va dire, de Sidney J. Furie, comment est-ce que c'est? C'est nul. C'est nul, oui, bon, alors... Bon, on va pas dire la direction sur le plateau, etc., c'est complètement nul, etc., quoi. Enfin, c'est sans personnalité, c'est téléfilm, c'est ci, c'est ça, enfin, c'est, voilà, quoi, c'est basique. Mais quand même, il y a des moments où, quand même, qu'est-ce qu'on peut dire, Joe? C'est affreux! C'est affreux, voilà, c'est-à-dire que, il y a des trucs, mais alors quand il cadre les missiles, les machins, les trucs, mais alors même là, quoi, je veux dire, vous avez des morceaux du cadre qui sont tout blancs, machin, c'est à moitié coupé, vous avez la tête de Christopher Reeve dans un coin, enfin... C'est... Mais voilà. Passons les scènes de dialogue, machin, c'est du chant contre chant, c'est classique. Bon, ça passe, mais les trucs, mais c'est d'une laideur confondante. La mise en scène seule de Sidney J. Furie, c'est pas terrible. Bon. En ce qui concerne la réalisation globale du film, c'est-à-dire un petit peu la direction artistique, les effets spéciaux, le design, le machin, le truc. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe? C'est nul! C'est nul, oui! C'est-à-dire que là aussi, mais ça atteint des sommets de trucs, mais alors faut quand même se dire, quoi. Bon. Les effets spéciaux, mais ils sont d'une laideur, mais alors c'est pas possible, quoi, je veux dire. Bah, si vous regardez les scènes dans l'espace, notamment la scène du satellite, etc., bah ça vaut quand même pas 2001, voilà, 2001 Odyssée de l'espace qui a été fait 20 ans avant quand même. Bon, il y a une différence technique majeure. Alors après c'est pareil, les scènes où vous avez Nuclear Man et Superman qui se coursent, machin, qui volent, mais c'est mon Dieu. Oui, j'ai pas de mots, Joe. C'est-à-dire, à quoi ça ressemble, Joe? Du découpage de maternelle, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans les années 80, donc dans les années 80, effectivement, on était en plein dans l'époque 3 Suisses, La Redoute, etc., vous voyez, les gros catalogues, machin. Et puis souvent à l'école, on faisait des découpages, machin, on découpait les silhouettes et puis on les collait comme ça. Globalement, les effets spéciaux, ça se résume à ça. C'est-à-dire que vous avez une photo de Métropolis, et puis vous avez une photo de Nuclear Man et de Superman, et puis au fur et à mesure que pour faire croire que le mec il avance, la photo elle agrandie, quoi. Ça se résume à ça, quoi. Bon, alors après c'est pareil, justement, dans quelle scène, mon cher Joe? Quand Nuclear Man va chercher la fille. Voilà, quand Nuclear Man va chercher la fille, c'est pareil, donc il traverse effectivement les plafonds, le plancher, les machins, les trucs. Mais alors... c'est pas possible comme truc. On voit les câbles, les machins, mais c'est... Oh là là, mon Dieu. Après, question direction artistique et décor. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe? C'est nul! C'est nul, oui, effectivement. Bon, passons encore sur l'appartement de Luthor qui va à peu près. Bon, ça va à peu près quand même le décor de l'appartement de Luthor. Oui, bon. Mais alors, par contre, qu'est-ce que tu pourrais dire du laboratoire? C'est nul!
my genius and... À quoi ça te fait penser, ce décor de laboratoire, Joe? Au laboratoire d'Eric Vornov. Au laboratoire d'Eric Vornov, voilà. C'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas vu La fiancée du monstre d'Ed Wood, je les encourage vivement à regarder ce film. Voilà. Et pour ceux qui ne verraient pas ce film, je les invite à regarder Ed Wood de Tim Burton. Voilà. Où, effectivement, dans le film d'Ed Wood, on vous présente le tournage de La fiancée du monstre, avec Bela Lugosi dans le rôle d'Eric Vornov. À un moment, vous avez une scène de laboratoire, machin, avec des espèces de trucs qui font de l'électricité. Mais c'est ça, hein, le laboratoire de Luthor, c'est ça. C'est affreux, voilà, mais c'est d'un niveau, bien d'un niveau. Mais alors, mais du Nil, c'est pas possible, quoi, le truc. Mais, oh là là, là-dessus, Joe, est-ce qu'il y aurait un élément également qu'on pourrait regarder dans ce film, Joe, pour essayer peut-être de relever le niveau? C'est quoi cet élément, Joe? Les acteurs, effectivement. Bon. Alors, on a donc toujours dans le rôle titre de Superman et donc de Clark Kent, n'est-ce pas? Qui c'est donc, Joe? Christopher Reeve, effectivement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la prestation de Christopher Reeve? Il fait Peter Sellers. Il fait Peter Sellers. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, dans certaines scènes avec Clark Kent, on n'est quand même pas très loin de l'inspecteur Clouseau de la Panthère Rose. Bon, ça encore, c'est pas trop un problème de jeu, Joe. Non, voilà, c'est un problème surtout de définition du personnage, quoi. Bon, on veut bien qu'effectivement, il faut faire croire que Clark Kent n'est pas dégourdi par rapport à Superman qui est fort, etc. Mais enfin, de là en faire le branle de service, le mec qui fait tout tomber, machin. Enfin, sorry. Oh, no, that's okay. Just leave it there, Clark. Just... Mais ça n'enlève rien à la qualité de jeu de Christopher Reeve, Joe. Non, bon, voilà. Faut quand même admettre qu'effectivement, Christopher Reeves, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce film? Il y croit, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, Christopher Reeves est à l'origine de l'histoire. Ce truc de désarmement nucléaire, etc., c'est un sujet qui lui tient à cœur. Quand il incarne Superman, effectivement, qui fait son discours... Effective immediately, I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. Bon, il y croit quand même, Joe. Oui. Voilà, on voit quand même effectivement l'acteur qui croit à ce qu'il dit, etc. Donc le personnage, le jeu est assez crédible. Voilà. Après, est-ce qu'on peut dire la même chose de tous les acteurs? Non, hein. Bon, alors, on a un grand acteur qui est enfin de retour dans un rôle important, qui est Gene Hackman, voilà, qui fait donc Lex Luthor, etc. Bon. Alors, on peut quand même dire que Gene Hackman, dans Superman 1 et surtout dans Superman 2, qu'est-ce qu'il avait un peu tendance à faire? Cabotiner. Voilà, il avait tendance un peu à cabotiner, quoi. C'est-à-dire que le mec, il n'incarnait pas tellement... En tout cas, c'est l'impression qu'on a à l'écran. Hein. Je ne suis pas dans la tête de Gene Hackman à ce moment. Mais c'est un peu l'impression qui ressort sur les écrans. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression qu'effectivement, le mec était à fond dans son personnage, il était sur le plateau, il s'amusait, quoi. Grosso modo, sur Superman 2. Là, dans Superman 4, qu'est-ce qu'on peut dire de Gene Hackman? Il cantine! Ouais, c'est pas vraiment qu'il soit mauvais, Joe. Non, voilà, bon, il incarne son personnage, mais il incarne son personnage peut-être un peu à côté, quoi. C'est-à-dire, on voit trop l'acteur qui s'amuse, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est la totale. Alors certes, Luthor aime s'écouter parler, mais on a l'impression qu'effectivement c'est Gene Hackman qui aime s'écouter en train de jouer Luthor qui aime s'écouter parler, quoi. C'est un peu particulier comme truc, quoi. Donc bon, c'est pas forcément une mauvaise prestation, cela, Joe. Non, mais alors quand même, c'est, voilà, quoi, bon, c'est pas très crédible. Alors les autres acteurs qui sont notamment dans le journal, machin, etc., bon, ça passe. Oui, voilà, le directeur du journal, le photographe, Lois Lane, machin, ou la fille là, du patron, machin, ça passe. Mais alors, il y a un personnage qui a vraiment du mal à passer. C'est qui ce personnage, Joe? Nuclear Man, voilà, bon. C'est le personnage global dans sa conception déjà qui est naze au départ.
Par exemple, dans son combat contre Superman, qu'est-ce qu'il fait à un moment? Il fait grandir ses ongles. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de son vocabulaire, Joe? Il est un peu limité. Il est un peu limité. Qu'est-ce qu'il fait tout le long du film, mon cher Joe? Il pousse doucement. Pousse doucement, voilà. Est-ce que tu pourrais imiter Nuclear Man? Enfin bon, c'est comme ça tout du long, quoi. Bon, enfin c'est le mec, enfin bon. Oui. Par quoi est-ce qu'on aurait pu remplacer Nuclear Man, Joe? L'ours, voilà, l'ours de Jean-Jacques Hano. On aurait pu mettre Bart à la place, que ça aurait été pareil. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de la prestation de l'acteur qui incarne Nuclear Man? C'est pas terrible, oui, c'est pas terrible. Hein. C'est-à-dire que bon, bah l'acteur, effectivement, il pousse des gloussements, puis ça s'arrête là. Alors l'acteur d'ailleurs, il s'appelle comment, Joe? Marc Pilot, voilà. Donc le mec, il s'appelle Oreiller. Enfin, peu importe, c'est son nom, enfin bon, hein. Donc le mec, effectivement, alors il est là, il est debout, ça s'arrête là. Hein. Voilà, alors c'est effectivement le casting, effectivement, c'est la caricature du blond californien qui fait de la musculation sur Venice Beach, quoi, voilà. Et puis la statue de catcheur avec son haine de Nuclear Man, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais alors, voilà, quoi. Et l'acteur, c'est vraiment très limité, quoi. Bon, faut dire ce qu'il a à jouer, c'est pas terrible non plus. Non, bon, faut peut-être lui rendre justice de ce point de vue-là. Non, ah bon, tu veux pas lui rendre justice. Bon, enfin bon, voilà, donc c'est franchement pas terrible là-dessus. If you will not tell me, I will hurt people. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autres éléments? Tiens, qu'est-ce que tu pourrais dire de la musique, mon cher Joe? Ça passe, oui. Alors la musique, effectivement, c'est pas John Williams qui la compose. C'est qui d'ailleurs, mon cher Joe? Alexander Courage, c'est le compositeur donc, de la série Star Trek, les années 60, le fameux thème de Star Trek. Il reprend et le thème d'ouverture de Superman pour un générique pourri. Oui, voilà, même le générique pourri, hein, voilà, c'est le même générique, ça, avec les titres, machin, voilà. Sauf que là c'est raté. Et puis effectivement, il reprend aussi quel thème, mon cher Joe? La marche des méchants, la The March of Villains. Effectivement, voilà. Donc bon, après le reste, ma foi, c'est de la musique de remplissage. Bon, il y a quand même un thème pour Nuclear Man, hein, un thème pour Nuclear Man, voilà, qui est tout du long du truc, ouais. Mais je sais pas trop ce qui pose problème dans le film, la musique, Joe. Non, voilà, alors, voilà, la musique encore, ça passe. Alors, mon cher Joe, est-ce qu'on pourrait émettre une conclusion à cette présentation de Superman 4, le face-à-face? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire globalement de Superman 4, le face-à-face, The Cinégie Puri, mon cher Joe? C'est de l'anti-cinéma. C'est de l'anti-cinéma, effectivement. C'est-à-dire que le cinéma de fiction, bah, ça vous présente effectivement une histoire et ça vous démontre une théorie par son histoire. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement vous passez 1h30, 2 heures, voire 3 heures, ou peut-être même 4 d'ailleurs, devant un écran. Et voilà, donc ça vous démontre effectivement quelque chose, genre l'argent fait le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, la guerre c'est pas bien, ou je sais pas quoi, enfin ce genre de truc. Là donc tu dis Joe qu'on est dans le anti-cinéma. Oui. Alors tu dirais pourquoi c'est de l'anti-cinéma? Parce que c'est une pub. Parce que c'est une pub, que je comprends pas trop ce que tu veux dire là, Joe. Si. Bah, explique-toi, Joe, parce que j'ai du mal à suivre. Superman dit ce qu'il faut penser. Superman dit ce qu'il faut penser. Et effectivement. C'est-à-dire que le film ne démontre rien. Non, voilà. C'est-à-dire que dès, effectivement, les premières minutes, vous avez Superman qui assène, effectivement, des discours de propagande sécuritaire, dans un sens. Et voilà. Alors, ça commence déjà avec la séquence du métro. Donc, il ne vous démontre pas que le métro, c'est le moyen de transport le plus sûr et qu'il faut se fier au métro. Non. Il empêche les gens de monter dans le métro et il dit que le métro,
c'est sûr. Voilà, le métro, c'est sûr. Voilà, c'est comme un spot de la sécurité routière, quoi. C'est la même chose, quoi. Et puis après, c'est pareil pour les armes nucléaires. Oui, voilà, c'est-à-dire il arrive devant l'ONU, il dit les armes nucléaires, c'est pas bien, il les prend, il les emmène dans l'espace. Et puis ça s'arrête là. Oui, voilà. Donc en fin de compte, le film n'a pas de théorie à démontrer, non, donc ne raconte rien, non. Donc le film, en fin de compte, c'est pendant 1h26 du remplissage. Donc on vous met effectivement une succession d'intrigues secondaires, mais dont on se fout complètement. Alors vous avez effectivement le Daily Planet qui est racheté, et le quatuor amoureux avec des scènes de vaudeville, enfin on se croirait dans une pièce de Feydeau à un moment, là, avec... Le film n'avance pas, il n'a rien à raconter, le film n'est pas long, non, il fait 1h26. Hey, mais qu'est-ce que tu pourrais dire de ce film? Il est interminable, voilà, c'est-à-dire que au bout de 20 minutes, le propos du film est réglé. Superman s'est débarrassé des armes nucléaires. Il reste encore 1 heure de film. Donc vous avez un moment, effectivement, où vous avez eu le Thor qui fait son plan pour créer l'homme nucléaire. Une fois que l'homme nucléaire est créé, vous avez une demi-heure de combat avec Superman. Qui ne démontre rien. Non. Bon, même si effectivement Nuclear Man c'est une métaphore, etc. Mais enfin quand même, quoi, là, ça s'est poussé de bouchon quand même un peu loin. Donc le script était une catastrophe absolue, voilà. Et effectivement, c'est pas la réalisation qui a sauvé le truc. Non, voilà, c'est épouvantable là-dessus. Voilà, les effets spéciaux, les machins, les trucs, c'est raté, mais c'est raté. Le casting, bon, ma foi, Christopher Reeve s'en sort bien. Et voilà, Gene Hackman, il est là, effectivement, il cabotine dans tous les sens, machin. Bon, à la rigueur, c'est rigolo. Et voilà, surtout avec Lenny Luthor. Et voilà. Bon, et alors vous avez au milieu Nuclear Man. Voilà, le personnage qui ne... Mais écrit avec les pieds, le truc. Mais alors, voilà, il suffit de le mettre dans le noir et c'est terminé. D'ailleurs, c'est ce que fait à un moment Superman. Il le met dans un ascenseur, puis il arrive sur la lune. Avec une succession de scènes d'une débilité profonde. Oui, je ne sais pas s'il y a une scène qui réussit, s'il y a une scène qui a du sens. Mais tout est comme ça, du début à la fin. Un film très court, mais interminable, qui raconte rien. Et le peu qu'il raconte, le raconte n'importe comment, et c'est parfaitement débile. Bon. Et en plus, c'est mis en image, mais alors des fois, on se demande, quoi. C'est effectivement Christopher Reeve qui y croit. Voilà, alors les autres, bon Dieu, voilà. Donc au final, franchement, qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe, de Superman 4? C'est l'un des plus grands nanars de tous les temps. C'est l'un des plus grands nanars de tous les temps, et effectivement, voilà, quoi. Si vous voulez voir effectivement l'exemple d'un film raté de bout en bout, vraiment d'un nanar, il faut regarder Superman 4, quoi. Si tout est raté de bout en bout là-dedans, quoi. C'est épouvantable. Mais néanmoins, c'est quand même très rigolo. Oui, voilà, c'est quand même rigolo de voir Mark Pillow faire un Nuclear Man, Joe. Oui. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs la plupart du film? Godzilla. Il fait Godzilla, mec. Sur ce, Joe, qu'est-ce que tu pourrais dire, donc, comme conclusion générale? C'est un nanar. Voilà, c'est un nanar. Et Joe et moi, nous vous invitons à regarder ce magnifique film qui est Superman 4 de face-à-face. Superman 4, effectivement, le face-à-face de Sidney Fury. Et sur ce, on va se quitter. Oui, voilà. Je vais dire au revoir. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, Joe? À la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. Au revoir. Superman 4, Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, John Cryer, with Mariel Hemingway and Margot Kidder as Lois Lane. Superman 4, his most important adventure, the quest for peace.